Voilà, mes chers collègues, nous reprenons aujourd'hui donc les auditions de notre commission d'enquête sur l'impact économique et financier de la pollution de l'air. La commission d'enquête a souhaité que notre réunion d'aujourd'hui soit ouverte au public et à la presse. Un compte-rendu en sera publié avec le rapport. J'attire l'attention du public sur le fait qu'il est tenu d'assister à cette audition en silence. Toute personne qui troublerait les débats, par exemple en donnant des signes d'approbation ou d'improbation, sera exclue. Cette audition fait l'objet d'une captation audiovisuelle qui sera diffusée sur le site internet du Sénat. J'en viens à notre réunion. Nous commençons par l'audition de Monsieur Christian Chapelle. Monsieur Pierre, directeur des développements chaîne de traction et châssis. Monsieur Pierre Macaudière, expert en dépollution moteur, et Madame Mathilde Lheureux, déléguée aux relations des institutions publiques et du Parlement pour le groupe PSA Peugeot Citroën. Les trois, bien sûr. De mesdames, Nadine Leclerc, membre du comité de direction en charge de la filière d'expertise, et Madame Louise Darcourt, directeur des affaires politiques et parlementaires de Renault. Je vais maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, demander aux personnes auditionnées de bien vouloir prêter serment en rappelant pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15, dont je vous fais grâce de la lecture, du Code pénal. Monsieur Christian Chapelle, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure » après avoir utilisé le micro qui est à votre disposition. Je le jure. Monsieur Pierre Macaudière, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Madame Mathilde Lheureux, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Madame Nadine Leclerc, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Et enfin, Madame Louise Darcourt, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Alors, mesdames qui êtes majoritaires, être auditionnées ce matin, je le souligne, et messieurs, à la suite de votre exposé introductif, ma collègue Leïla Aïchi, rapporteure de la commission d'enquête, vous posera un certain nombre de questions, à l'issue desquelles, avec nos collègues ici présents et que je salue, et d'autres qui pourraient nous rejoindre, même si le vendredi est un jour de moindre assiduité, nous entamerons également un temps d'échange. Voilà, et on se donne 1h30 a priori. Voilà, vous avez la parole. Alors, Peugeot ou Citroën ou Renault, c'est comme vous le souhaitez. Madame Leclerc. Ce sera Renault. Donc, Monsieur le Président, Madame la rapporteuse, Mesdames, Messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour nous inviter à nous exprimer devant la commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air et de le faire devant la Haute Assemblée, dont le rôle est justement de prendre de la hauteur et du recul sur les sujets d'actualité. Hauteur et recul ô combien nécessaires sur le sujet que nous sommes sur le point d'aborder. Notre intervention s'inscrira dans la continuité de celle effectuée devant votre Assemblée en janvier dernier, dans le cadre de la table ronde consacrée aux effets des motorisations diesel sur l'environnement et la santé, dont le rapporteur est le sénateur Louis Nègre, et qui est d'ailleurs membre de votre commission. Mes propos s'articuleront autour des points suivants, donc les évolutions des moteurs diesel et essence, les enjeux CO2, les solutions de rupture électrique, et je conclurai en partageant avec vous quelques principes de réussite. Donc je voudrais commencer par souligner, en tant que constructeur automobile, nous ne sommes pas légitimes pour nous exprimer sur la qualité de l'air, ni sur les effets et coûts sanitaires afférents. Ces sujets relèvent des organisations officielles et des experts dont c'est la mission principale. Nous ne pouvons qu'exprimer un intérêt appuyé pour une compréhension accrue de ces phénomènes complexes et nous soutenons le travail de recherche sur ces thématiques, au niveau français en particulier. Nous sommes particulièrement attentifs aux données
produites afin de développer nos technologies en cohérence avec les attentes de la société. Bien entendu, la qualité de l'air fait partie intégrante de nos préoccupations majeures. L'automobile du futur n'existera que si elle sait s'adapter aux besoins de l'homme et à la planète et non l'inverse. Elle fait partie du problème et doit donc faire partie de la solution. Cependant, elle ne peut pas permettre à elle seule de résoudre les questions aussi complexes et multisources que la qualité de l'air. L'audition de la Commission du développement durable du Sénat de janvier 2014, mentionnée ci-dessus, a d'ailleurs aussi conclu que la problématique de la pollution urbaine allait au-delà de la responsabilité du transport routier et a indiqué que la question serait étendue aux autres secteurs d'activité à l'origine de cette pollution. D'autre part, nous faisons évoluer nos produits dans le plus strict respect des réglementations, qui du reste sont extrêmement nombreuses, qui pour la France sont définies au niveau européen, afin de répondre à des contraintes de plus en plus sévères, tout en préparant des solutions en rupture pour anticiper les besoins à l'avenir. Dans ce contexte, le rythme de renouvellement du parc est un facteur essentiel et toute aide destinée à accélérer l'introduction des technologies les plus récentes est de nature à amplifier les bénéfices globaux. Concernant les motorisations, sous la houlette de la Commission européenne, garante de la prise en compte de la protection des populations, les réglementations à l'échappement ont considérablement été contraintes depuis 1992. L'étape la plus importante, dite Euro 6, qui sera en vigueur pour tous les modèles vendus à compter du 1er septembre 2015, conduit à une offre véhicules essence et diesel attractive, dont les limites réglementaires évoluent dans le sens d'une indépendance par rapport au carburant. Le passage aux normes d'émissions européennes de la réglementation Euro 5 et Euro 6 aura nécessité pour le groupe Renault un investissement d'au moins 1,5 milliard d'euros. Je voudrais ici rappeler les étapes majeures du dispositif qui ont conduit aux performances environnementales actuelles du diesel moderne. D'abord, première étape, janvier 2011, le passage à Euro 5 a permis de traiter la question des particules avec la mise en place obligatoire du filtre à particules à l'échappement, induisant une réduction unitaire aux véhicules de 97% des particules à l'échappement par rapport à un véhicule sans post-traitement. L'efficacité de ce système fermé permet, selon l'ADEME, d'éliminer au moins 95% en masse et 99,7% en nombre des particules de plus de 23 nanomètres émises par le moteur diesel. Ainsi le positionne à un niveau équivalent à celui des émissions issues des moteurs essence. La question des oxydes d'azote est également prise en compte avec l'étape réglementaire en cours de déploiement ainsi que ses évolutions à venir. Enfin, pour aller vers une meilleure prise en compte de l'usage réel des véhicules par les clients dans le cycle réglementaire, des travaux sont en cours au sein de la Commission européenne. Les constructeurs soutiennent cette démarche, mais insistent sur le fait que les différents éléments de la procédure qui restent à définir soient précisés dans des délais qui sont compatibles avec la préparation de ces échéances, et ce, notamment sur le plan industriel. Il convient de souligner aussi que nos clients, bien que sensibles à l'amélioration de leur environnement quotidien, ne sont pas prêts ou en capacité de supporter les coûts additionnels des solutions technologiques indispensables au passage des étapes réglementaires. C'est particulièrement le cas pour le diesel et de ce fait, une adaptation de l'offre en lien avec le coût va naturellement accentuer le rééquilibrage entre essence et diesel, déjà en cours au niveau des plus petits modèles de la gamme. Je citerai l'exemple de notre nouvelle Twingo, dont l'offre est actuellement uniquement essence. Les nouvelles motorisations essence ont elles aussi bénéficié d'évolutions lourdes, l'injection directe, la suralimentation, le downsizing, pour réduire leur consommation, ce qui va rééquilibrer le ratio essence-diesel pour les nouveaux véhicules vendus. La prévision est un ratio pour l'ensemble de la gamme essence-diesel de 50-50 à l'horizon 2020, et cet équilibre pourrait être atteint encore plus tôt si la tendance actuelle de décroissance des ventes diesel se poursuit au même rythme.
Je voudrais rappeler à ce stade que la prise en compte de la qualité de l'air, phénomène complexe, local et régional, ne doit pas faire perdre de vue les autres enjeux d'ordre planétaire auxquels nous devons faire face. Si besoin était, la conférence COP21 nous rappelle que l'industrie automobile est également très attendue pour sa contribution à la réduction des gaz à effet de serre. Renault est le premier constructeur à avoir inscrit en 2010, dans son plan stratégique, un objectif chiffré de réduction de son empreinte carbone monde par véhicule vendu. Une baisse de 12,4% des émissions de gaz à effet de serre a été constatée entre 2010 et 2014, soit moins 3,3% par an en moyenne. Au total, en valeur absolue, donc 10,1 millions de tonnes équivalent CO2 ont été évitées pour cette période, soit la moyenne d'émissions d'une ville européenne d'environ 900 000 habitants. L'industrie automobile a également à répondre à l'objectif règlement européen sur les émissions de CO2 de voitures particulières, soit 95 grammes km en moyenne en 2020-21, ainsi qu'aux autres réglementations CO2 qui se mettent en place dans le monde entier. Les émissions de CO2 d'un véhicule diesel resteront inférieures, cependant, de 15 à 20% par rapport à celles d'un véhicule équipé du meilleur moteur essence équivalent. Leader européen des émissions en CO2 en 2013, le groupe Renault est le premier groupe automobile à être passé sous la barre des 115 grammes d'émissions de CO2 km pour les ventes de véhicules à particuliers. Il reste dans le top 3 des constructeurs avec PSA, qui l'a devancé l'année dernière. Ce positionnement est durable du groupe Renault, contribue à ce que nos motorisations soient reconnues par la profession. La preuve en est les ventes significatives à nos partenaires, Nissan, Daimler, General Motors et d'autres à venir. Et ce qui, au demeurant, permet d'augmenter l'activité de nos usines françaises. Outre les technologies thermiques, la politique volontariste de Renault en matière d'environnement s'illustre également par son engagement en matière de mobilité électrique. En 2008, nous avons annoncé publiquement cette stratégie. Au total, l'alliance Renault-Nissan a investi à ce jour 4,3 milliards d'euros sur cette technologie. Depuis fin 2011, Renault a lancé une gamme de véhicules, le petit 2 places Twizy, l'utilitaire Kangoo Z2, la berline familiale Fluence Z2 et surtout Zoé, notre fer de lance, leader du marché en France. Aujourd'hui, le VE est une réalité. Lorsque toutes les conditions sont réunies pour favoriser son développement, comme en Norvège, il représente plus de 10% des ventes en 2014. Et cette part s'accroît sur les premiers mois de 2015. La France se positionne au deuxième rang en termes de ventes, soit sur 2014 un volume de 15 500 véhicules, et à la quatrième place en termes de part de marché, soit 0,72%. Depuis 2010, Renault et Nissan ont mis sur les routes presque 250 000 VE dans le monde. Le soutien de l'État est indispensable, d'une part pour compenser les surcoûts liés à une technologie émergente, batterie mais pas seulement, et d'autre part pour inciter à la mise en place d'une infrastructure de charge visible par le consommateur. La mobilité électrique représente une réponse indéniable aux impacts environnementaux globaux, réchauffement climatique et utilisation des ressources non renouvelables. Ces derniers sont divisés par 2 par rapport à un véhicule thermique équivalent lorsqu'on fait une analyse du cycle de vie du produit. Une étude scientifique réalisée par la société Aria Technologies et la ville de Rome, sous la coordination de l'entreprise Renault, montre que la concentration de polluants peut fortement, sous l'impulsion d'actions volontaristes des autorités locales, diminuer. L'hypothèse de départ de cette étude, validée par la municipalité de Rome, est d'imaginer un parc roulant qui contient en moyenne 10% de véhicules électriques, avec une zone centrale à trafic limité, qui est, elle, encore plus électrifiée, à hauteur de 20% en moyenne. On mesure dans ces conditions une diminution maximale des concentrations, allant jusqu'à 30% pour les particules et 45% pour les dioxydes d'azote. Les efforts consentis par le groupe Renault ne se limitent pas uniquement au développement de l'offre commerciale et du tissu industriel lié à sa production. Renault est également investi dans la promotion des connaissances scientifiques.
Au niveau français, notre partenariat commun avec PSA, Peugeot Citroën, initié depuis 2013 avec l'Université Pierre et Marie Curie, est destiné à couvrir et à soutenir des travaux de recherche dans le cadre d'un projet de mécénat. La chaire mobilité et qualité de vie en milieu urbain va apporter de nouvelles connaissances en matière d'impact de la pollution par les gaz, les particules et le bruit sur la qualité de vie et la santé des habitants d'une ville. Je voudrais terminer par proposer, au nom du groupe Renault, quelques principes de réussite communs. Donc, premièrement, un travail en amont, surtout en amont, et en commun entre les pouvoirs publics et les industriels pour les futures réglementations, pour permettre aux constructeurs de bien s'y préparer et de travailler efficacement. Ensuite, une utilisation par les pouvoirs publics des réglementations communautaires comme unique référence pour les mesures relatives au traitement de la pollution urbaine et au management du trafic, afin d'éviter toute incohérence et de ne pas faire de la technologie un critère. À ce titre, nous nous associons aux fiches de position du CCFA et de la CEA à propos du communiqué du 2 juin du ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Troisième recommandation, la mise en place par les pouvoirs publics de mesures favorisant un renouvellement plus rapide du parc roulant. Rappelons que le parc aujourd'hui de 38,4 millions de véhicules en France, en circulation au 1er janvier 2015, met du temps à traduire les améliorations technologiques. L'âge moyen des voitures est de 8,7 ans. Les plus vieux ont 14, voire 15 ans. Ainsi, 9% des véhicules les plus anciens génèrent plus de 20% des particules inférieures à 10 microns, émises par le parc roulant des véhicules particuliers. Le soutien dans la durée, enfin, des pouvoirs publics pour les technologies en rupture, comme par exemple le véhicule électrique, par des incitations fiscales, tant que la maturité technologique n'est pas atteinte, et par le développement des infrastructures appropriées, recharge, véhicules connectés et autonomes. Enfin, une approche intégrée des problèmes, en agissant non seulement sur le produit automobile lui-même, mais également sur son environnement d'utilisation et sur l'ensemble des sources à l'origine de la pollution. Le transport routier contribue aux émissions d'origine humaine, au même titre que les industries manufacturières, le secteur résidentiel ou tertiaire ou l'agriculture. Il n'est pas la source principale, même si localement, donc les villes et les zones à fort trafic, sa contribution peut être plus élevée. Grâce aux importantes dépenses de recherche et de développement des constructeurs automobiles, les émissions du transport ont été considérablement réduites en 10 ans, de 40 à 50% selon le polluant. En termes de dépenses pour Renault, le cumul Euro 5 et Euro 6 déjà cité ne représente pas moins de 70% des dépenses annuelles de recherche et de développement du groupe Renault, dont je rappelle que 75% s'effectuent en France, et ce chiffre illustre à lui seul l'importance que le Renault attache à la question de la pollution et du respect de l'environnement. Je vous remercie de votre attention. C'est nous qui vous remercions. Pardon.